rétrospective des hommes de l'année, il y a une figure qu'on n'a pas le droit d'oublier, c'est bien celle de Jean-Marie Tjibaou. Car nul à mes yeux n'incarne mieux dans cette fin de siècle, et de manière plus pathétique, la noblesse et la grandeur véritable, mises au service d'un petit peuple luttant pour sa survie et la survie d'une civilisation. Bien, alors, je m'arrête là-dessus. Ce n'est pas que des mots en l'air. Qu'est-ce que veut dire ces vers? Et à mon avis, il connaissait très bien la vie et l'œuvre de Djibaou. Djibaou s'est fait connaître en politique par une drôle de porte d'entrée. C'est un festival culturel qu'il a organisé en 1975. C'est le premier festival mélanésien qui a été créé dans tout le Pacifique Sud. Je pèse mes mots, hein. Il n'y avait pas de festival comme ça, ni en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ni au Vanuatu, ni à Fidji. C'est le premier festival culturel qui a été organisé par Jean-Marie Tjibaou. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il faut bien se représenter la situation coloniale qui existait en 1975. Les Kanaks avaient honte d'être Kanaks. Le geste, c'est de donner une dignité aux Kanaks qui avaient honte d'être Kanaks par un biais qui est la culture. Dignité, on pourrait appeler une forme de survie. Parce que les Kanaks qui vivaient à l'époque, c'était l'alcoolisme, la destruction, la démolition, et là même la honte d'être noir, au sens où l'a conféré le psychiatre François Fanon, peau noire et masque blanc. Donc, quand Aimé Césaire dit survie du petit peuple, c'est pas un vain mot. Deuxième chose qu'avait organisé la stratégie de Djibaou, c'était pas simplement de réhabiliter toutes les pratiques culturelles qui existaient dans la civilisation kanak, les danses, les chants, la sculpture, etc., qui étaient marginalisées, c'est aussi stratégiquement circuler dans tous les pays kanaks, parce qu'il y a des pays où on rentre par les gestes coutumiers, par les chemins coutumiers, et cette stratégie pendant une année, les festivals qui vont être organisés dans tous les pays kanaks, c'est pour construire l'unité du peuple kanak. Vérité exemplaire. Son premier mot d'homme politique, non pas de politicien mais d'homme, est un mot qui livre l'essentiel. Relever la tête. Oui, kanak. Fondamentalement kanak et fier de l'être. Kanak, autant dire fidèle. Et cette fidélité qui va par-delà l'ancêtre à la terre-mère, la terre, entraille toujours vivante. De cette fidélité qui seule rend légitime l'action politique qui, au demeurant, n'est que prolongement et ne peut être que véhicule. Kanak, donc, et parce que Kanak, une exemplaire fidélité, responsable. Le grand mot est lâché. Bon, là encore, on voit vraiment, je vais essayer de le démontrer, de l'expliciter, de dévoiler que Césaire connaissait très très bien la trajectoire de Djibaou. Déjà, la démarche dont parle cet exemplaire Césaire est une critique, et pourtant il est bien placé pour savoir, une distinction entre homme politique et politicien. Je crois qu'il y a le mouvement nationaliste et il y a tous les pays mélanésiens qui revendiquent leur indépendance, mais, on pourrait dire ça, mais je pense qu'il bascule dans la politique exactement avec le même type de conviction qu'il avait quand il est parti chercher des outils d'analyse. Alors la différence que fait Aimé Césaire entre politicien et homme politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le politique pour Césaire, c'est le véritable politique, c'est se mettre au service du quelque chose qui est considéré comme vrai, service ici du petit peuple. C'est parce qu'il y a un processus de fidélité à une idée qui est comment sauver le peuple kanak et comment faire en sorte qu'il y ait un bien-être du peuple kanak, qu'il a été obligé de prendre des positions qui n'ont pas été comprises. Je vais décliner trois incompréhensions. Quand il a organisé le festival culturel, il s'est fait critiquer par les partis politiques, par les groupes révolutionnaires comme Élie Poigoun, qui disaient on est en train de constituer la culture kanak. Première mécompréhension. Deuxième mécompréhension, en 84, il y a un grand leader kanak qui s'appelle Robert Machereau, qui s'est tué par le GIGN, et il signe un processus politique qu'on appelait le processus Pisani. On va l'accuser d'avoir trahi Machereau. Troisième mécompréhension, ou accusation de trahison, c'est quand il serre la main à Jacques Lafleur pour signer les accords d'Issy de Matignon. Et la responsabilité de Djibaou, c'est de dire
la seule petite porte étroite que l'on a, nous, face à la globalisation, à la mondialisation, c'est de tirer une carte de ce jeu des puissances multinationales, de jouer le jeu économique. C'est une responsabilité. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu à travers des archives audiovisuelles. Il y avait un congrès à Yengen, suite aux accords de Matignon-Oudinot, et puis c'était un congrès dans une tribu à Yengen, et puis il y avait des Kanaks à tous qui disaient traité de capitalisme, les Kanaks qui rentraient dans l'économie. Ils répondaient comme ça, ils sont sans parler. Et puis quoi encore? Alors nous, les Kanaks, on voit des cartons de bière, on se saoule la gueule, et puis les Blancs, ils vont faire l'économie. De l'avenir, responsable du présent et du devenir, responsable de la vie à maintenir, à renforcer, à transmettre. Alors, inévitablement, devait se poser la question, comment? Mais comment peut-on être kanak dans le monde moderne? Il ne s'agit pas d'archaïsme. Il faut prendre le monde en charge et l'orientant, tâcher de lui donner sens, un sens humain. Il n'en faut pas plus pour comprendre Matignon. Non pas ce compromis, mais au contraire, cette percée, cette avancée. Bon. Alors, on voit encore une connaissance de l'intérieur et très précise de Aimé Césaire sur l'acte d'être l'acte politique du Dubos. D'abord, comment peut-on être kanak dans le sens moderne? C'est toute l'œuvre du début de Dubos. Le premier texte, le rare texte que Dubos écrit, c'est être mélanésien aujourd'hui, en permanente. Et suite à une interview dans les temps modernes de 1985. Qu'est-ce qu'il veut dire? À partir de l'ancestral, à partir de ces sociétés qui ne sont pas des sociétés industrielles, qui sont des logiques segmentées, qui sont des traditions orales, qui sont des pratiques qui peuvent être obsolètes, désuètes, on va dire traditionnelles. Et on oppose souvent d'ailleurs, encore maintenant, les Occidentaux, la tradition contre la modernité, la coutume contre la modernité. Lui, il ne se pose pas ce type de questions. Comment on reformule à partir de l'ancestral une société en tenant compte des modèles modernes? Que ce soit l'école, l'usine, la religion, tout ce qui était transporté par la colonisation, comment nous, petits peuples kanaks, on se les approprie pour les ajuster à nos sociétés. C'est ça la question fondamentale. Comment être kanak au XXe siècle? Sur la douleur intime, sur le ressentiment, sur la légitime méfiance. Au terme, l'interreconnaissance, le partage, don contre don, partage, autant de mots occasionnellement employés par d'autres, mais qui sont des mots kanak, donc des mots de Tchibar. D'ailleurs, l'homme était d'abnégation totale et de générosité. Pas naïf, généreux. Et parce que généreux, prétend à l'autre sa générosité. Le croyant toujours capable d'un sursaut, d'un geste, d'une conversion. Oui, même le colon. Oui, même le colonisateur. Bon, là encore, on voit vraiment une vision très fine de Césaire sur ce qui est le style, ce qui est le mode social et le mode d'être du peuple kanak. Il y a un mot valide qui est employé dans tout le Pacifique Sud, c'est le mot coutume. À tel point qu'on va notamment parler customs, la coutume. Et d'ailleurs, Gino, avec beaucoup de mots, dit moi, la coutume, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mot qui a été inventé par l'Occident. Il y a des gestes très précis, il y a des rites très précis. Mais il y a quelque chose qui est central de ces petites sociétés insulaires, c'est les systèmes qui sont basés sur les échanges, le don, le contre-don. Ce qui est appelé coutume, en fin de compte, c'est des relations d'échange économiques totales entre des groupes qui se réunissent quand il y a un mariage, une naissance ou autre, et qui font des échanges. Le don et le contre-don. Faire abstraction de l'héritage colonial. On a devant soi, c'est très fin, c'est vraiment un homme très fin, et c'était vraiment un très grand poète. C'est un homme des mots. Parce que quand on a en face de soi le colon, c'est-à-dire personnifié par la figure de Jacques Lafleur, le colonisateur, c'est pas la chose de Jacques Lafleur, c'est l'État, hein, c'est des mots qui sont l'air comme ça, mais très précis. Quand on a en face de soi le colon plus le colonisateur, il faut faire vraiment preuve, comme il le dit, d'abnégation pour faire abstraction de cet héritage colonial pour aller de l'avant, pour grandir l'autre. Moi, j'ai entendu des discours de Jean-Henri Giraud
voir dans l'autre ce qu'il y a de grand, et faire abstraction effectivement dans les côtés petits. Donc voir, non pas à la fleur simplement le colon, voir en regard non pas simplement le pollinisateurs, mais voir les possibilités qu'il y a de don et de contre-don. Les plus nobles et au nom des valeurs les plus hautes qui le mena, et jusqu'au bout. Ici. Kanake était un des plus puissants archétypes du monde mélanésien. Il est l'ancêtre, le premier-né. Il est la flèche flétière, le mât central, le sanctuaire de la grande case. Il est la parole qui fait exister les hommes. Jean-Marie Tjibaou combattait pour Kanake. Le prix Nobel de la paix, d'autres l'ont eu et qui le méritaient. Jean-Marie Tjibaou, lui aussi, le méritait. Et il lui était bien que le reste du monde honorât la noblesse de la démarche d'un fils d'un tiers-monde lointain et oublié. Alors là encore, on voit la puissance du verbe chez Césaire qui connaît vraiment bien l'œuvre et la trajectoire du Kanake, c'est quoi? Je vais parler du festival culturel Mélanésia 2000, qui est organisé en 1975. Il y a un orateur kanak il y a 28 ans, un orateur de la langue, ce qu'on appelle la langue Païti, qui se trouve en centre nord-est de la Kanaki, un Mékélonie, qui a écrit un discours qu'on appelle le discours sur le bois. C'est des discours généalogiques qui retracent toutes les généalogies des clans. Et le discours, il est prononcé avec un rythme. Et d'ailleurs, Emmanuel Naouda, l'orateur, ne pouvait pas prononcer ce discours s'il n'est pas autonomie, une danse. Ça s'appelle un rythme. Ça fait scander, ça permet d'aller à vitesse d'élocution et de mémoriser tous les toponymes. Or, un des récits qui avait repris Tjibaou pour écrire un texte Kanake et Mélanésien en 2000, c'est un des récits puisés dans une des histoires qui concernent les généalogies des clans Païti. Un des ancêtres, il y en a d'autres, les Baï, Kanake, c'est le nom d'une lignée ancestrale. Il extirpe du contexte sociopolitique pour, et il en fait une pièce de théâtre avec d'autres, il a joué une pièce de théâtre avec le colonisateur, le prêtre, etc. Et il parle de Kanake, qui est un archétype, qui est une figure. Il construit la figure de Kanake, qui est le Mélanésien qui doit relever la tête en Angoulême. Il avait pressenti et en avait d'avance accepté le risque. Lui qui souvent parlait du grand trou noir. Aujourd'hui, disons simplement qu'il n'est pas au pouvoir du grand trou noir de toute Angleterre. Jean-Marie Tjibaou, pour l'essentiel, demeure. Il aura inventé une voie nouvelle, la voie kanak de la décolonisation. Je vois l'allée bordée de cordillines viriles et d'une tendresse d'érythrina. Jean-Marie Tjibaou s'avance, dominant l'allée sur la colline, la Rocaria pérenne. Tous les éléments du mythe fondateur sont là. Jean-Marie Tjibaou s'avance et son indéfinissable sourire l'annonce. Kanaki nous est né. Alors c'est un texte non seulement qui est beau, mais qui est très... il y a des implicites, des côtés implicites que j'essaie d'expliciter, de développer. Même si effectivement, expliquer et développer, c'est un petit peu prosaïque, mais enfin, je pense qu'il faut le faire. Il y a une première idée foudroyée par un des siens. Jean-Marie Tjibaou est parti à Ouvéa. Vous savez, il y a des coutumes qui vivent dans mon canal qui s'appellent les levées de deuil. Au bout d'une année, on lève le deuil. Donc, il y a eu l'affaire d'Ouvéa, donc vous connaissez tous, en 88. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un Ouvéa. Il y a des militants nationalistes kanak qui ont fait pression entre les autos des élections présidentielles, qui ont attaqué une gendarmerie. Normalement, toutes les actions, c'était prendre dans la gendarmerie et planter le drapeau kanaki pour empêcher les élections. Ça a mal tourné à Ouvéa. Ça s'est passé différemment dans d'autres endroits. Ça m'a fait physiquement en Mékélonie. Vous savez, c'est une île, ça va vite, on sent les tensions. On sent qu'il se passe quelque chose. Elie Poigoun, qui est un professeur agrégé de mathématiques, qui était à Tours, moi j'étais sur Tours, il croyait que j'étais haut perché dans les puissances de l'État. Il me dit, tu n'es pas au courant de ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer, il a dit que les HLM, un peu comme ici,
sentait une semaine avant qu'il y a quelque chose qui se passait. Djibaou savait pertinemment qu'il risquait quelque chose. Il y est allé quand même. Il ne pouvait pas faire autrement. En tant que président du FLIKS, du Front Fédération Nationale des Socialistes, il devait aller jusqu'au bout. Et il avait prémédité. Vous savez, la métaphore du grand trou noir, ce n'est pas qu'une anecdote. Quand il y a eu le jardin de Matignon, au jardin de Matignon, Djibaou était devant, Dionné était derrière, il y avait l'obscurité, et puis Djibaou a dit attention au grand trou noir, et puis Dionné a dit de toute façon, si on y va tous les deux ensemble. Or, il faut faire le pari sur la vie. C'est-à-dire surmonter la haine, surmonter le ressentiment, surmonter la puissance de destruction qui a été commise par les Djibaouis pour aller de l'avant. Le pari sur la vie. Ce n'est pas la vie au sens catholique. D'abord, le concept de vie dans le monde kanak, ça a du sens. Ce qu'on appelle vie dans un certain nombre d'arrives, par exemple, c'est le supplément qu'on donne dans les coutumes. Mais c'est aussi vie au sens de relever la tête et de construire. Parce que donner raison à celui qui a commis cet acte-là, aller dans ce sens-là, c'est encore une défaite. C'est donner raison à cet acte-là. Donc c'est surmonter. Ce que fait Césaire, c'est des références à la culture canadienne. L'érythrine, la cordéline, c'est une plante qu'on utilise lorsqu'il y a des naissances. Les gestes coutumiers qui sont faits, on met une plante qui est symbolique, qui donne puissance et santé au nouveau-né. Les coutumes qui existent quand il y a des coutumes de naissance. L'araucaria dont il parle, c'est un arbre endémique qui symbolise la puissance de Chétif, la puissance d'un dieu. Et tous les éléments biologiques qui existent dans la nature canadienne, ils sont éminemment historiques. À chaque fois qu'il y a un lieu où vous verrez des grands pins, c'est que forcément il y a une histoire derrière. Notamment, je disais, discuter avec quelqu'un, il y a un écologue qui travaille sur 1917, il part dans le lieu de 1917 où s'est dénouée l'insurrection, il y a un immense kaori qui date de cette époque-là. C'est immense. Le kaori a été planté par des gens du coin, suite à l'insurrection, et il est surnommé d'ailleurs le kaori Pisani. Pourquoi a écrit un texte en hommage à Jean-Marie Djibaou lors de sa mort en 1989. Ce texte s'appelle Pour Jean-Marie Djibaou. Et j'avais été, c'est un texte qui n'est pas très connu, et j'avais été stupéfait de constater que Aimé Césaire n'a pratiquement pas, jamais rencontré Jean-Marie Djibaou, mais qu'il y avait une espèce de fraternité, d'air de parenté, voire même d'affinité élective entre Aimé Césaire, ce qu'il dit, et ce qu'a fait et dit Jean-Marie Djibaou. J'avais appelé ça un portrait en miroir parce qu'on va le voir, je vais m'appuyer sur le texte. Le texte est court. Césaire écrit un texte avec son style et sa verbe habituelle, mais vous allez voir, c'est pour ça que j'ai proposé de faire un commentaire de ce texte. Il connaît de manière très précise et très détaillée l'œuvre et l'action de Jean-Marie Djibaou. Tout se passe comme sup, qui était professeur au niveau agrégation de lettres. Il a écrit des poésies. Et je dirais même qu'il y a une espèce de paradoxe, un cercle carré chez Aimé Césaire, c'est pas moi qui le dis, c'est son ami Michel Léris. Comment peut-on à la fois être poète et révolutionnaire? Comment peut-on être poète et en même temps avoir une activité, une carrière de politique? Député, magistrat. Donc, Césaire